Radio Pays. Et oui, les premiers travaux de la commission d'enquête sur l'orpaillage illégal ont commencé au début du mois de mars. Enfin commencé, puisqu'on le rappelle, ça faisait longtemps que cette commission était dans les tuyaux, souhaitée depuis 2019 et qui aurait dû débuter l'année dernière. Mais crise Covid oblige, la date a été reportée après donc un long cheminement. Ça y est, les premières auditions de cette commission ont eu lieu. Commission, on le rappelle, présidée par le député guyanais Lénaïque Adam et dont le rapporteur est l'autre député Gabriel Serville qui est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour M. Zamid, bonjour aux auditeurs de Radio Pays. Merci M. Serville d'avoir répondu à notre invitation. On va commencer par une question de calendrier. Je l'ai dit en introduction, la mise en place de cette commission a été longue à l'allumage, on va dire. Elle va durer combien de temps? Jusqu'à quand? Mais normalement, on a jusqu'à la fin du mois de juin pour remettre le rapport définitif. Vous m'arrêtez si je me trompe, mais pour l'instant, vous avez déjà auditionné Michel Huet, le réalisateur d'un documentaire Les Orpailleurs de Guyane, également le général de division Jean-Marc Descoux, commandant de la gendarmerie Outre-mer, ainsi que le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu. Qui d'autre est-ce que vous allez interroger ? Mais hier matin, nous avons interrogé Madame Virginie Kless, qui est la conseillère Outre-mer auprès du Premier ministre. Et nous avons aussi interrogé Madame Nathalie Barbe, qui est la directrice des relations institutionnelles et de l'Outre-mer à l'ONF. Et la semaine prochaine, nous allons auditionner quelqu'un, c'est un haut gradé de l'armée française. Cette audition ne pourra pas se faire par visioconférence, parce que vous connaissez les principes de l'armée, la grande muette qui ne peut pas tout dire, donc on sera obligé de se déplacer spécialement à Paris pour pouvoir l'auditionner, et j'espère qu'à cette occasion, nous allons avoir des informations intéressantes qui vont nous permettre de mieux appréhender les modalités de la lutte contre l'orpaillage illégal. Il y aura combien de personnes au total que vous allez interroger ? Pour l'instant, on a une liste qui est plutôt longue puisqu'on a envisagé d'interroger une trentaine de personnes. Mais après coup, avec la crise sanitaire, nous sommes obligés de moduler le calendrier et donc il y a de fortes chances qu'on ne puisse pas interroger certaines personnes. Mais il est vrai que nous allons nous organiser pour pouvoir interroger un maximum dans tous les cas. Et qu'est-ce qui ressort pour l'instant de ces premières auditions que vous avez menées ? Alors, je suis vraiment désolé de le dire, mais de ceux que j'entends depuis qu'on a commencé les auditions, j'ai le sentiment que les personnes que nous avons interrogées se font des autosatisfecit en nous disant que beaucoup a été réalisé. Et moi, je ne dis pas le contraire, je ne dis pas que beaucoup n'a pas été fait. Je sais qu'il y a beaucoup de mobilisation, il y a beaucoup d'argent. Simplement, la question qui demeure posée est de savoir est-ce que cet investissement est fait de manière rationnelle, est-ce qu'il est fait de manière pertinente. Et c'est pour ça que nous sommes tenus d'interroger toutes ces entités de manière ensuite à croiser les informations que nous aurions reçues pour voir s'il n'y aurait pas possibilité à tous les niveaux d'agir différemment. Alors je ne crois pas qu'il soit forcément nécessaire d'aller toujours vers davantage de moyens financiers, même s'il y a des moments où on considère qu'il faudra peut-être davantage d'hommes sur le terrain, mais il faudrait réfléchir aux moyens de renseignement qui soient plus performants, réfléchir à la coordination entre les différents acteurs, puisqu'il y a un état-major pour la lutte contre l'orpaillage illégal qui a été conçu spécialement pour ces opérations, mais on n'est pas du tout persuadé que les méthodes qui sont utilisées sont en tout cas les meilleures. Moi, ça me laisse un sentiment bizarre parce que, comme je l'ai dit précédemment, certains donnent l'impression d'avoir tout fait, à telle enseigne qu'il y a des voix qui commencent ça et là à s'élever pour dire qu'on ne pourra pas éradiquer le phénomène, mais qu'on va se contenter de le contenir, de le maintenir. Et ça, pour moi, ça ne sera pas une réponse satisfaisante. Gabriel Serville, au moment de la création de cette commission, vous aviez dit qu'elle permettrait d'avoir un regard global sur la situation. Ça veut dire quoi? Que jusqu'à présent, dès qu'on parlait d'orpaillage illégal, finalement, il n'y avait aucune documentation sérieuse qui recensait l'avis de toutes les personnes qui sont liées de près ou de loin à la lutte contre l'orpaillage illégal? Alors, le sentiment que nous avons, c'est qu'il y a des entités, il y a des institutions qui font un travail considérable, mais chacune dans son coin. Et on n'a pas réussi à mettre la main sur un document de référence qui nous permettrait de voir véritablement la bonne articulation qui aurait été faite de ces différentes opérations. Et c'est justement là où le bât blesse, parce que ne serait-ce que pour identifier le nombre de sites illégaux, les sites privés
primaires, les sites alluvionnaires, on a le sentiment que tout le monde n'a pas les mêmes données chiffrées. Moi, je continue à dire qu'on ne peut pas faire la guerre à un adversaire, voire à un ennemi, parce que les termes ont un sens et je veux les mettre à leur juste place. Si on n'a pas réussi à identifier l'effectif de l'ennemi, si on ne connaît pas véritablement ses moyens d'action, et ce qui ressort des différentes rencontres que nous avons déjà eues, c'est que nous sommes face à un ennemi qui est bougeant, qui s'adapte en permanence à la configuration de la forêt, qui a des moyens supplémentaires nouveaux, qui s'inscrit dans des filières mafieuses, à partir du Suriname notamment. Et je crois qu'il faudra véritablement qu'à tous les niveaux, au niveau diplomatique, au niveau douanier, au niveau de la coopération nationale, internationale, régionale, au niveau du cadre réglementaire et législatif, que tout soit vraiment mis en œuvre pour pouvoir éradiquer le phénomène. J'ai eu l'occasion de dire à certaines autorités qui prétendent que cet exercice aura une limite. Et la limite, c'est le respect de l'état de droit. Alors moi, j'ai clairement expliqué à nos interlocuteurs que l'état de droit, ça prend du sens lorsque vous avez face à vous des personnes qui respectent le droit. Mais lorsque les gendarmes nous disent qu'à un moment donné, ils ont dû faire usage de 70 cartouches pour se défendre contre une bande pas des garimperos, ce sont des voleurs d'or qui viennent pour voler l'or qui était extrait du sol. Ils ont utilisé 70 cartouches pour pouvoir se défendre. Lorsqu'on nous dit qu'il y a eu 8 ou 9 militaires qui sont décédés en Guyane dans le cadre de ces opérations, quand on voit le nombre de personnes qui sont empoisonnées au méthylmercure, quand on voit aussi l'équivalent de 500 à 700 millions d'or qui sont volés du sol de la Guyane, etc., avec toutes les externalités négatives que l'on peut imaginer, moi je considère qu'on n'est pas dans un monde de bisounours, et le terme adversaire qui par moment est utilisé ne me convient pas, et c'est la raison pour laquelle j'ai dit que peut-être que nous sommes en guerre contre un ennemi, il faut pouvoir l'identifier, et en face, il faut mettre les moyens qu'il faut. Donc, à mon avis, on va certainement buter sur la manière d'appréhender ce phénomène. Il y a une question de doctrine, une question de vocabulaire également. Et tant qu'on n'aura pas réussi, selon moi, à citer l'objet de nos craintes et à mettre un nom et des mots corrects sur ce qui se passe en forêt profonde guyanaise, certainement qu'on aura du mal à pouvoir combattre ce fléau. Et donc, selon moi, s'il y a une difficulté que je vois poindre à l'horizon, c'est surtout celle-là d'un État qui se veut respectueux des droits humains, des droits de l'homme. Et ça, je me suis placé tout à fait en phase avec cette nécessité de respecter les hommes. Je suis de ceux qui disent que tous les hommes ont une égale dignité. Néanmoins, il y a des méthodes peut-être qui sont trop gentilles dans la façon d'appréhender cette problématique, et nous ferons en sorte de faire entendre une voix qui soit vraiment différente. Mais cette guerre, Gabriel Serville, dont vous parlez, vous qui êtes souvent à Paris, à l'Assemblée nationale, vous qui discutez ou allez discuter avec l'ensemble des acteurs politiques ou non d'ailleurs, qui interviennent en matière de lutte ou de guerre, on ne sait pas, contre l'orpaillage illégal, est-ce que vous avez la sensation qu'il y a quand même une prise de conscience progressive sur le sujet, de la gravité du sujet ? Alors je crois qu'on a beaucoup progressé sur la prise de conscience entre ceux que je n'entendais pas quand je suis arrivé en 2012, parce que j'ai commencé ce combat-là depuis 2012, et ceux que j'entends aujourd'hui de la part de mes collègues députés. Je sens qu'il y a une prise de conscience qui a lourdement progressé. Les collègues aujourd'hui sont davantage en capacité de mieux appréhender ce qu'est le phénomène, ce que sont les conséquences négatives de ce phénomène qu'est l'orpaillage illégal sur le territoire de la Guyane. Et donc nous devons garder ce cap, nous devons persévérer sur cette voie, parce que plus on sera nombreux au niveau de l'Assemblée nationale à prendre conscience de la gravité de la situation, mieux nous pourrons établir ce rapport de force qui va contraindre le gouvernement à décliner les mesures qui sont attendues. Le général Jean-Marc Decaux, que vous avez auditionné le 10 mars dernier, a déclaré que de 2012 à 2017, on est passé de 450 chantiers à 350, puis entre avril 2017 et février 2018, les chantiers illégaux ont augmenté, passant de 350 à 550. C'est quoi le problème finalement, Gabriel Serville ? Est-ce qu'il y a vraiment un moyen ou plusieurs moyens, peut-être pas de faire tomber ce chiffre à zéro, mais au moins de le réduire drastiquement ? Je me dis qu'on peut le réduire de façon drastique, même si on se rend bien compte que ça va être compliqué et difficile.
Mais la question, je l'ai posée en introduction de cet échange, c'est de savoir est-ce que nous avons mis tous les moyens compte tenu de la manière dont on appréhende le phénomène. Je crois qu'au départ, il y a un souci de compréhension mutuelle. Et le général Decoux, effectivement, il a bien montré comment le nombre de sites est en train de faire le yo-yo. Mais vous savez, en introduction, je vous disais que tout ne réside pas dans les moyens financiers, dans les moyens humains, mais j'ai eu l'occasion de rappeler que lorsque, à Notre-Dame-des-Landes, il y avait 400 zadistes qui étaient là plus ou moins en train de prêcher Peace and Love, on leur a mis aux trousses près de 2500 gendarmes, et qu'en Guyane, lorsqu'il y a entre 10 000 et 15 000 garim-péros qui commettent autant d'externalités négatives, on n'est pas capable de mettre plus de 300 à 350 hommes pour pouvoir établir la paix sur une partie du territoire national. Donc là, pour le coup, des moyens financiers, des moyens humains. Donc je dis qu'il faut des moyens financiers, il faut des moyens humains, mais mettre plus de moyens humains n'est pas forcément la panacée si on n'est pas capable d'organiser le déplacement de ces hommes, si on n'est pas capable d'organiser le renseignement, si on n'est pas capable de casser les flux logistiques qui permettent l'approvisionnement des garim-péros, notamment depuis le Suriname, parce que moi je vous dis honnêtement, lorsque l'on voit ces opérations harpies qui vont détruire des quads, des motopompes en forêt, et que l'on sait pertinemment que le lendemain il y a d'autres quads et d'autres motopompes qui sont déjà remis en service parce que les garim-péros sont très organisés et qu'ils ont des réserves de matériel de chantier qui viennent directement de Chine en passant par le Suriname, je considère que là, on nous prend vraiment pour des enfants de cœur. Donc il faut que l'État, que la France, 6e puissance mondiale, mette en place ces services de renseignement qui fassent un travail de fond. Moi, je ne comprends pas, comme je l'ai souvent dit, que la France puisse aller intervenir sur des opérations extérieures. On est au Niger, on est au Tchad, on est au Mali, on est en Afghanistan, on est partout, et que sur une partie du territoire national, on ne soit pas capable de préserver notre intégrité, qu'on ne soit pas capable de préserver notre souveraineté nationale. Mais c'est un scandale, c'est un véritable scandale. Je ne sais pas quelle autre puissance à travers la planète, autre que la France, aurait pu accepter que sur une partie de son territoire, il y ait de tels méfaits organisés par des gens qui n'ont rien à y faire. Après, peut-être que la Guyane n'est pas française, mais ça, il faudrait que l'État ait le courage de nous le dire. Oui, pour finalement que ce phénomène ne soit plus que contenu par l'État français, mais vraiment combattu. Mais on ne peut pas se contenter de le contenir, justement. Parce que quand je dis, en faisant le bilan, nos compatriotes amérindiens qui meurent, ceux-là qui naissent avec des malformations, les compatriotes amérindiens qui se sont donné la mort par suicide, dont on sait que souvent ça provient, ces comportements suicidaires proviennent d'une forte imprégnation également au méthylmercure, ça a été démontré par les scientifiques. Je me dis qu'on ne peut pas se contenter de cela, et cela veut dire que contenir le phénomène sans véritablement chercher à l'éradiquer, c'est dire à la population de Guyane, c'est dire à nos compatriotes du fleuve que vous pourrez continuer à mourir tranquille, vous pourrez continuer à vous empoisonner tranquille, parce que nous, on n'a pas la possibilité de faire mieux. Je ne peux pas accepter cette idée-là. Gabriel Serville, j'ai envie de vous dire, on voit souvent des parlementaires qui viennent en Guyane pour parler de tel ou tel sujet. Cette fois-ci, cette commission, à quoi est-ce qu'elle va servir finalement ? Alors la commission, elle a déjà un gros avantage par rapport aux missions d'information, c'est que les personnes que nous auditionnons sont obligées de prêter serment et de jurer de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. C'est-à-dire que contrairement à ce qui se passe habituellement où nous auditionnons des personnes qui nous masquent un certain nombre d'éléments de vérité. Là, on est quasiment sûr que nos interlocuteurs ne vont pas prendre le risque de ne pas dire la vérité, de mentir par omission, parce que derrière, il peut y avoir des poursuites. Il peut y avoir des poursuites, il peut y avoir des sanctions pénales. Je crois que là-dessus, tout le monde est parfaitement informé de la nature de cet exercice, qui peut être compliqué pour certains, parce que je sais que j'ai déjà vu des commissions d'enquête où les auditionnés se sont retrouvés très très mal dans leur tête, dans leur corps, parce qu'ils ne pouvaient pas dire un certain nombre de vérités, mais ils sont tenus de les dire. Donc je crois que le gros avantage de la commission d'enquête, c'est que les gens parlent sous serment, et que deuxièmement, les informations que nous allons recueillir, il nous appartiendra de les transformer, soit pour produire du règlement, soit pour produire des lois, soit pour inciter le gouvernement à travers les projets de loi de finances, c'est-à-dire les budgets, à mettre en place les moyens budgétaires, financiers dans la lutte
contre l'orpaillage illégal en Guyane a besoin. Ça va certainement nous permettre d'amender les ordonnances qu'écrira le gouvernement concernant la réforme du code minier. Donc c'est c'est une batterie, je veux dire, d'opérations sur lesquelles nous allons pouvoir travailler et qui logiquement devrait nous conduire à trouver une juste solution. On comprend bien du coup l'intérêt de cette commission d'enquête, mais comment est-ce que vous expliquez, quand on comprend l'intérêt de cette commission, que l'État finalement ait mis autant de temps avant de se dire bah oui, ce serait peut-être intéressant de faire toute la lumière sur ce sujet? Parce que, M. Zamid, je vais vous dire que l'État, je ne sais pas qui c'est le gouvernement, ce sont les cabinets ministériels, ce sont les personnes qui prennent les décisions, et je crois que ce petit monde avait parfaitement compris que l'État, dans son essence profonde, n'avait pas forcément intérêt à aller dans cette direction, parce que derrière, ça a un coût, ça n'est pas gratuit. Ce sont des lois qu'il faudra changer, c'est de l'argent qu'il va falloir injecter. Et je me dis que l'État ferme un œil pour faire mine de ne pas voir, cela ne m'étonne pas du tout. Après, c'est à nous qu'il appartient de monter au créneau pour dire à l'État et qu'il faut qu'il assume ses responsabilités. 2 questions pour terminer, Gabriel Serville. On va sortir du sujet de la lutte contre l'orpaillage illégal. Il y a les élections de la CTG qui devraient normalement, si tout va bien, se tenir au mois de juin. Il y a le conseil scientifique qui doit rendre son avis le 28 mars, dans 3 jours, pour savoir si les élections seront ou non reportées. On le sait, la situation sanitaire en métropole, elle est compliquée en ce moment. En Guyane, pour l'instant, ça va. Vous êtes pour, vous êtes contre le report de ces élections en Guyane ? Si la situation sanitaire devait rester en l'état en Guyane, je serais d'avis que les élections se fassent les 13 et 20 juin. Maintenant, si la situation venait à se dégrader, vous pensez bien que je serais le premier à m'interroger compte tenu des difficultés que cela pourrait engendrer dans l'organisation de la campagne. Maintenant, il y a fort à craindre que la Guyane sera calée sur le calendrier national et que si les choses devaient se gâter en France hexagonale, il y a de fortes chances que le report concerne aussi la Guyane. Gabriel Serville, candidat 2021 pour la CTG ? Gabriel Serville, avec le mouvement Pays Guyane, est en train de s'organiser pour que nous figurions sur une liste d'union. Je rappelle que l'union ne se fait pas à n'importe quel prix. C'est une union qui doit se faire sur des principes, sur des valeurs partagées par les uns et par les autres. Et l'objectif, comme je le dis à qui veut l'entendre, ça n'est pas d'aller déchouquer qui que ce soit, mais c'est de pouvoir porter un projet alternatif à la Guyane. C'est de parler au cœur des 60% des électeurs qui habituellement ne se déplacent pas pour aller voter. Notre discours se veut un discours réenchanteur. Il faut réenchanter la parole publique. Il faut retrouver la confiance entre la classe politique et les électeurs de Guyane, parce que cette confiance, elle est rompue depuis quelques années. Nous avons une jeunesse qui est en train de piaffer d'impatience, qui nous dit que nous ne répondons pas suffisamment à ses aspirations. Donc le projet que nous allons devoir porter, c'est d'abord un projet pour réenchanter ce pays. C'est un projet pour hisser la Guyane au rang de carrefour mondial d'excellence, comme nous aimons à le dire. Et donc nous sommes en train de travailler. On verra dans les jours qui viennent ce sur quoi ça va aboutir. Dans les jours qui viennent, on aura un projet abouti et un nom, du coup. Et je l'espère. Merci beaucoup, Gabriel Serville, d'avoir été avec nous ce matin. On le rappelle, un rapporteur de cette commission d'enquête sur l'orpaillage illégal qui a commencé ses auditions depuis le début du mois de mars. Merci beaucoup. Merci. Radio Pays.